sur la mer des monstres. Chapitre 13. Annabeth tente de rentrer à la nage. Et c'est parti, on continue. J'avais enfin trouvé un domaine où j'excellais. La revanche de la reine Anne obéissait à tous mes ordres. Je savais quelle corde hisser, quelle voile déployer, quel cap prendre. Nous fendions les flots à une vitesse que j'ai estimée à 10 nœuds. Je comprenais même ce que représentait cette vitesse, et, pour une goélette, c'était sacrément rapide. Tout me semblait parfait, le vent dans ma figure, les vagues qui s'ouvraient sous la proue. Mais à présent que nous étions hors de danger, je ne cessais de penser à Tyson, qui me manquait terriblement, et à Grover, pour lequel je me rongeais d'inquiétude. Je n'arrivais pas à me remettre de la stupidité dont j'avais fait preuve sur l'île de Circé. Sans Annabeth, à l'heure actuelle, je serais encore un rongeur, tapi dans un clapier en compagnie de mignons pirates à poil. Les paroles de Circé me revenaient à l'esprit de façon lancinante. Tu vois, Percy, tu as libéré ta vraie personnalité. Je me sentais changé, et pas seulement parce que j'avais cette soudaine envie de salade. J'étais nerveux, comme si l'instinct du petit animal craintif faisait maintenant partie de moi. À moins qu'il n'ait toujours été là. C'était cela qui m'inquiétait vraiment. Nous avons navigué toute la nuit. Annabeth a essayé de m'aider à assurer la vigie, mais elle n'avait pas le pied marin. Au bout de quelques heures de roulis, elle a viré au vert livide et a dû descendre, s'allonger dans un hamac. J'observais l'horizon. À plus d'une reprise, j'ai repéré des monstres, un jet d'eau plus haut qu'un gratte-ciel, a fusé dans le clair de lune. Une rangée de piquants verts a ondoyé entre les vagues, une forme d'une trentaine de mètres de long, reptilienne. J'ai préféré ne pas en savoir davantage. Une fois, j'ai vu des néréides, ces nymphes lumineuses de la mer. Je leur ai fait signe, mais elles ont disparu dans les profondeurs sans que je sache si elles m'avaient vu ou non. Peu après minuit, Annabeth est montée sur le pont. Nous longions une petite île volcanique. La mer bouillonnait et fumait en bordure de ses côtes. C'est une des forges d'Héphaïstos, a dit Annabeth, là où il fabrique ces monstres en métal. Comme les taureaux de bronze, elle a hoché la tête. Fait un détour, a-t-elle ajouté, un grand détour. Je n'avais pas besoin de me le faire dire 2 fois. Nous nous sommes éloignés de l'île, qui s'est bientôt réduite à une tache de brume rouge derrière nous. J'ai regardé Annabeth. La raison pour laquelle tu détestes les cyclopes, la vraie raison de la mort de Talia. Que s'est-il passé? Lui ai-je demandé. Il était difficile de voir son expression dans le noir. Je crois que tu as le droit de savoir, a-t-elle fini par répondre. La nuit où Grover nous conduisait à la colonie, il s'est un peu embrouillé et il s'est trompé de direction à 2 ou 3 reprises. Tu te souviens qu'il t'a raconté ça un jour? J'ai fait oui de la tête. Eh bien, la pire erreur, ce fut la fois où nous avons débarqué dans le repère d'un cyclope à Brooklyn. Il y a des cyclopes à Brooklyn. Tu serais étonné par leur nombre. Mais ce n'est pas la question. Ce cyclope nous a tendu un piège. Il a réussi à nous séparer à l'intérieur du labyrinthe de couloirs d'une très vieille maison. Et il pouvait prendre la voix de n'importe qui. Percy, exactement comme Tyson l'a fait à bord du Princesse Andromède. Il nous a attirés dans son piège l'un après l'autre. Talia croyait courir à la rescousse de Luc. Luc a cru m'entendre appeler au secours. Et moi, j'étais toute seule dans le noir. J'avais 7 ans. Je n'arrivais même pas à trouver la sortie. Elle a repoussé une mèche de cheveux. Je me souviens que j'ai trouvé la pièce principale. Le sol était jonché d'ossements et j'ai vu Talia, Luc et Grover ligotés et bâillonnés, pendus au plafond comme des jambons. Le cyclope avait allumé un feu par terre au milieu de la pièce. J'ai dégainé mon poignard, mais il m'a entendu. Il
m'a souri. Il a parlé et va savoir comment. Il connaissait la voix de mon père. Je crois qu'il l'avait extirpée de mon esprit. Il m'a dit: ne t'inquiète pas, Annabeth, je t'aime. Tu peux rester avec moi. Tu peux rester ici pour toujours. J'ai frissonné. Sa façon de raconter les faits, même maintenant, 6 ans plus tard, me faisait plus froid dans le dos que n'importe quelle histoire de fantôme. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui donnai un coup de poignard dans le pied. Je l'ai dévisagé. Tu plaisantes. Tu avais 7 ans et tu as donné un coup de poignard dans le pied d'un cyclope. Oh, il m'aurait tué. Mais je l'ai surpris. Ça m'a donné juste assez de temps pour courir auprès de Talia et trancher les cordes de ses poignets. Là, elle a pris la relève. Ouais, mais quand même, c'était drôlement courageux, Annabeth. Elle a secoué la tête. Nous en sommes sortis vivants de justesse. Je fais encore des cauchemars. Percy, cette façon dont le cyclope avait pris la voix de mon père, c'est à cause de lui que nous avons mis si longtemps pour arriver à la colonie. Tous les monstres qui nous pourchassaient ont eu le temps de nous attraper, de nous rattraper. C'est la vraie raison de la mort de Talia. Sans ce cyclope, elle serait toujours en vie. Assis sur le pont, nous regardions la constellation d'Hercule apparaître dans le ciel. Descends, m'a dit Annabeth. Au bout d'un long moment, tu as besoin de repos. J'ai hoché la tête. J'avais les paupières lourdes. Mais une fois allongé dans un hamac en bas, j'ai eu du mal à m'endormir. Je n'arrêtais pas de penser à l'histoire d'Annabeth. Je me demandais si j'aurais eu le courage de m'engager dans cette quête, à sa place, de faire voile vers le repère d'un autre cyclope. Je n'ai pas rêvé de Grover. Au lieu de ça, je me suis retrouvé dans la cabine de réception de Luc, à bord du Princesse Andromède. Les rideaux étaient ouverts. C'était la nuit. Des ombres tourbillonnaient dans l'air. Des voix chuchotaient tout autour de moi. Les esprits des morts. Prends garde, murmurait-elle. Piège, tromperie. Le sarcophage doré de Chronos luisait légèrement. C'était la seule source de lumière dans la pièce. Un rire glacial m'a fait sursauter. Il semblait venir des profondeurs, à plusieurs kilomètres sous le bateau. Tu n'as pas le courage, petit jeune. Tu ne pourras pas m'arrêter. Je savais ce que j'avais à faire. Je devais ouvrir le cercueil. J'ai retiré le capuchon de turbulence. Des fantômes tourbillonnaient autour de moi, formant une tornade. Prends garde. Mon cœur battait à se rompre. Mes pieds refusaient d'obéir. Pourtant, je devais arrêter Chronos. Je devais détruire la créature, quelle qu'elle soit, qui reposait dans ce sarcophage. Soudain, une fille a pris la parole, juste à côté de moi. Alors, cervelle d'algue, je me suis retourné, m'attendant à voir Annabeth, mais ce n'était pas elle. Cette fille portait des vêtements punk, des chaînes argentées à ses poignets. Elle avait des cheveux noirs, hérissés, les yeux d'un bleu d'orage, soulignés d'un trait d'eyeliner noir et des taches de rousseur sur le nez. Elle avait un air familier, j'ignorais pourquoi. Alors, a-t-elle repris: on va l'arrêter, oui ou non? J'étais incapable de répondre, incapable de bouger. La fille a levé les yeux au ciel. Très bien, a-t-elle dit, je vais m'en débrouiller. Avec l'aide d'Aekis, elle a tapé sur son poignet et ses chaînes argentées se sont transformées. Elles se sont étirées et aplaties en un immense bouclier d'argent et de bronze qui portait le visage monstrueux, de Méduse en effigie, au centre et en relief. On aurait dit un masque mortuaire, comme si la véritable tête de la Gorgone avait été sertie dans le métal. Je ne savais pas si c'était le cas, ni si le bouclier pouvait réellement me pétrifier, mais j'ai détourné le regard. Sa simple proximité me glaçait d'effroi. J'avais l'intuition que, dans un combat, le porteur de ce bouclier serait pratiquement invincible. Tout ennemi sain d'esprit prendrait ses jambes à son cou. La fille a dégainé son épée et s'est dirigée vers le sarcophage.
les fantômes s'écartaient pour lui livrer passage. Chassé par la terrible aura de son bouclier, j'ai tenté de la mettre en garde. Non, elle ne m'a pas écouté. Elle est allée droit au sarcophage et a repoussé le couvercle doré. Un bref instant, elle est restée debout, le regard plongé dans le cercueil. Alors, ce dernier s'est mis à luire. Non, la voix de la fille tremblait. Ce n'est pas possible. Le rire de Cronos est monté des profondeurs de l'océan, si fort que le bateau tout entier a tremblé. Non, a hurlé la fille, tandis que le sarcophage l'aspirait dans un crépitement de lumière dorée. Ah! Je me suis redressé d'un coup, dans mon hamac. Annabeth me secouait. Percy, tu faisais un cauchemar. Il faut que tu te lèves. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis frotté les yeux. Quel est le problème? La terre, a-t-elle répondu d'une voix grave. Nous approchons de l'île des sirènes. C'est à peine si je distinguais l'île qui se profilait devant nous. Simple tache sombre dans la brume. Je voudrais que tu me rendes un service, a dit Annabeth. Les sirènes, nous serons bientôt à portée de leur chant. Je me suis souvenu des légendes sur les sirènes. Leur voix était si mélodieuse qu'elles ensorcelaient les marins et les conduisaient à leur mort. Pas de problème, il suffit de nous boucher les oreilles. Il y a un baquet plein de cire à bougie dans la soute. Je veux les entendre. Mais pourquoi lui ai-je demandé interloqué. On raconte que, dans leur chant, les sirènes dévoilent la vérité de tes désirs. Elles révèlent des choses sur toi-même dont tu n'étais même pas conscient. C'est ce qui est tellement ensorcelant. Si tu survis, tu en sors grandi en sagesse. Je veux les entendre. Combien de fois aurais-je cette occasion? Venant de la plupart des gens, ça m'aurait paru absurde, mais Annabeth étant ce qu'elle était, évidemment, si elle pouvait absorber des manuels d'architecture grecque ancienne et prendre plaisir à regarder les documentaires de la chaîne historique, les sirènes ne pouvaient que l'attirer. Elle m'a exposé son plan, à contre-cœur, je l'ai aidé à se préparer. Dès que la côte rocheuse de l'île est apparue, j'ai ordonné à un des cordages d'attacher Annabeth au mât de misaine, en s'enroulant autour de sa taille. Ne me détache pas, a-t-elle répété, quoi qu'il arrive, et malgré toutes mes supplications, je n'aurais qu'un désir, sauter par-dessus bord et me noyer. Tu essaies de me tenter. Ah, très drôle. J'ai promis que je veillerais à sa sécurité, puis j'ai pris 2 gros bouts de paraffine. J'en ai fait des boules qui-est et je me suis bouché les oreilles. Annabeth a hoché la tête d'un air moqueur pour me faire savoir que mes bouchons d'oreilles étaient du meilleur effet. Je lui ai fait une grimace et suis allé me placer à la roue du gouvernail. Le silence était surnaturel. Je n'entendais rien d'autre que le sang qui battait à mes tempes. Quand nous avons approché l'île, j'ai vu des rochers pointus qui émergeaient du brouillard. J'ai intimé l'ordre à la revanche de la reine Anne de les contourner. Si nous passions plus près, ces rochers déchiqueteraient notre coque comme les lames d'un mixeur. J'ai tourné la tête. Au début, Annabeth est restée parfaitement normale. Puis, elle a eu l'air intriguée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a commencé à se débattre dans ses liens. Elle m'a appelé. Je ne le savais qu'en lisant mon nom sur ses lèvres. Son expression était éloquente. Il fallait qu'elle se dégage. C'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je la libère de ses liens tout de suite. Elle semblait tellement malheureuse qu'il m'en coûtait de ne pas la détacher. Je me suis forcé à détourner le regard. J'ai intimé à la revanche de la reine Anne d'aller plus vite. Je ne voyais toujours pas grand-chose de l'île, rien que des rochers dans la brume, mais l'eau charriait des bouts de bois et de fibres de verre. Débris de vieux naufrages et même des flotteurs d'avions, comme la musique. Comment la musique pouvait-elle infléchir la trajectoire de tant de vie?
Certes, il y avait des chansons du top 50 qui me donnaient envie de casser la baraque, mais quand même, de quoi pouvaient bien parler les chants des sirènes? Un court et dangereux instant, j'ai compris la curiosité d'Annabeth. J'étais tenté de retirer mes boules de cire, juste pour avoir une idée des chants. Je sentais les voix des sirènes qui faisaient vibrer la charpente du bateau, à l'unisson, avec le sang qui battait à mes oreilles. Annabeth me suppliait, les larmes coulaient sur ses joues. Elle se démenait de toutes ses forces dans ses liens, comme s'il l'empêchait de rejoindre tout ce qui comptait pour elle. Comment peux-tu être aussi cruel? Semblait-elle me demander. Je croyais que tu étais mon ami. Je regardais l'île voilée de brume d'un œil mauvais. J'avais envie de dégainer mon épée, mais il n'y avait rien à combattre. Comment voulez-vous combattre un chant? J'ai pris sur moi pour ne pas regarder Annabeth. J'y suis parvenu pendant 5 minutes. Grossière erreur. Quand, n'y tenant plus, j'ai tourné la tête. J'ai découvert un tas de cordes tranchées, un mât vide, le poignard de bronze d'Annabeth gisant sur le pont. Elle était arrivée à l'attraper à force de gesticuler. J'avais complètement oublié de la désarmer. J'ai couru au bastingage et je l'ai vue qui nageait frénétiquement vers l'île, poussée par les vagues en direction des rochers déchiquetés. J'ai hurlé son nom, mais si elle m'a entendu, ça ne lui a fait aucun effet. Elle était en transe et nageait vers sa mort. J'ai tourné la tête vers la roue du gouvernail et j'ai hurlé « Tiens le cap !» Puis j'ai sauté par-dessus bord. J'ai fondu l'eau et intimé au courant de se regrouper autour de moi pour former un jet stream qui m'a propulsé en avant. Ensuite, je suis remonté à la surface et j'ai repéré Annabeth, mais une vague l'a happé et emporté entre deux crocs de pierre, pointus comme des poignards. Je n'avais pas le choix. J'ai plongé à sa poursuite. J'ai nagé sous la coque d'un yacht naufragé, louvoyé entre une série de boules de métal flottantes attachées à des chaînes. C'était des mines, comme je l'ai compris plus tard. Je devais faire appel à tout mon pouvoir sur l'eau pour ne pas me retrouver écrasé contre des rochers, ni pris dans les filets de barbelés tendus juste sous la surface des vagues. J'ai foncé entre les deux gros rocheux et débouché dans une baie en forme de demi-lune. L'eau était hérissée d'autres rochers, pleine de débris de bateaux et de mines flottantes. La plage était en sable volcanique noir. J'ai cherché désespérément Annabeth du regard. Elle était là, pour sa chance ou son malheur. C'était une excellente nageuse. Elle avait franchi les mines et les rochers. Elle allait atteindre la plage de sable noir. C'est alors que la brume s'est dissipée et que je les ai vues, les sirènes. Imaginez une bande de vautours de taille humaine, plumage noir et sale, serre grise, cou rose et plissé. Maintenant, imaginez des têtes humaines perchées sur ses coups, mais des têtes qui changeraient sans arrêt. Je ne les entendais pas, mais je voyais qu'elles chantaient, tandis que leurs lèvres bougeaient, leur visage prenait les traits des gens que je connaissais. Ma mère, Poséidon, Grover, Tyson, Chiron, toutes les personnes que j'avais le plus envie de voir. Elles m'adressaient des sourires rassurants, m'incitaient à me rapprocher. Mais quelle que soit la forme que prenaient les visages, leur bouche demeurait grasse et pleine de vestiges de vieux repas. Comme des vautours, elles mangeaient sans céder de leur serre, et, visiblement, elles ne se nourrissaient pas de monstres, de beignets. Annabeth nageait à leur rencontre. Je savais que je ne devais pas la laisser sortir de l'eau. La mer était mon unique avantage. Elle m'avait toujours protégé d'une façon ou d'une autre. Je me suis projeté en avant et j'ai attrapé Annabeth par la cheville. À l'instant où je l'ai touchée, une onde de choc a parcouru mon corps et j'ai vu les sirènes comme elles devaient les voir. J'ai vu les sirènes comme elles devaient les voir. 3 personnes assises
sur un plaid, pique-niquer à Central Park, l'immense jardin public de New York. Un festin était dressé devant elle. J'ai reconnu le père d'Annabeth d'après les photos de lui qu'elle m'avait montrées. Un type à l'allure sportive, d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds cendrés. Il tenait par la main une femme ravissante qui ressemblait beaucoup à Annabeth. Elle avait un style décontracté, blue jean, chemise de toile, chaussures de randonnée, mais elle irradiait la puissance. Je savais que j'avais devant moi la déesse Athéna. Un jeune homme était assis à côté d'eux, Luc. La scène baignait dans une lumière chaude et dorée. Tous les trois bavardaient en riant et, quand ils ont aperçu Annabeth, leurs visages se sont éclairés. Les parents d'Annabeth lui ont tendu les bras. Luc, avec un large sourire, lui a fait signe de venir s'asseoir à côté de lui, comme s'il ne l'avait jamais trahi, comme s'il était toujours son ami. Derrière les arbres de Central Park se dessinaient les immeubles d'une ville. J'ai retenu mon souffle, car c'était Manhattan, et en même temps, ça ne l'était pas. La ville avait été entièrement rebâtie en marbre blanc étincelant, plus grande et plus majestueuse que jamais, avec des fenêtres dorées et des toits de terrasse. Elle était plus belle que New York, plus belle que le mont Olympe. J'ai tout de suite compris que c'était Annabeth qui l'avait entièrement conçue. Elle était l'architecte d'un monde nouveau. Elle avait réuni ses parents, elle avait sauvé Luc, elle avait accompli tout ce dont elle avait jamais rêvé. Je me suis frotté les yeux très fort. Lorsque je les ai rouverts, je n'ai plus vu que les sirènes, des vautours hirsutes à visage humain qui s'apprêtaient à dévorer une nouvelle victime. J'ai entraîné Annabeth vers le large. J'avais beau ne pas l'entendre, je savais qu'elle hurlait, et malgré les coups de pied qu'elle m'envoyait à la figure, je ne l'ai pas lâchée. J'ai demandé au courant de nous faire sortir de la baie. Annabeth me criblait de coups de pied et de poing, ce qui rendait la concentration difficile. Elle s'agitait tellement que nous avons failli percuter une mine flottante. Je ne savais pas quoi faire. Nous n'atteindrions jamais le bateau vivant s'il continuait à frapper tout azimut. Nous nous sommes enfoncés sous l'eau et Annabeth a cessé de se débattre. Une expression de perplexité s'est peinte sur son visage. Puis nos têtes sont remontées à la surface et elle m'a attaqué à nouveau. L'eau, le son se déplace mal sous l'eau. Si je l'immergeais suffisamment longtemps, je pourrais rompre le sortilège de la musique. Bien sûr, Annabeth ne pourrait pas respirer, mais sur le moment, ça m'a paru secondaire. Je l'ai attrapée par la taille et j'ai ordonné aux vagues de nous enfoncer. Nous avons coulé dans les profondeurs, 3 mètres, 6 mètres. Je savais que je devais faire attention parce que je pouvais supporter beaucoup plus de pression qu'Annabeth. Elle se débattait, cherchant de l'air au milieu des bulles qui montaient tout autour de nous. Des bulles. J'étais désespéré et prêt à tout. Il fallait maintenir Annabeth en vie. J'ai visualisé toutes les bulles de la mer, toujours en mouvement, montant toujours vers la surface. Je les ai imaginées se rassemblant, venant tous vers moi. La mer a obéi. Une rafale blanche m'a aveuglé. J'ai senti un picotement parcourir ma peau et, quand j'ai pu y voir de nouveau, Annabeth et moi étions pris dans une énorme bulle d'air. Seules nos jambes dépassaient dans l'eau. Elle a hoqueté et toussé, son corps tout entier a frissonné, mais quand elle m'a regardé, j'ai su que le sortilège était rompu. Elle s'est mise alors à pleurer, à gros sanglots, horribles et déchirants. Elle a posé la tête sur mon épaule, et je l'ai serrée dans mes bras. Des poissons ont afflué pour nous observer, un banc de barracuda, quelques marlins curieux. Fichez le camp, leur ai-je ordonné. Ils sont repartis, mais je voyais bien que c'était à contre-cœur. Je vous jure que je comprenais leur intention. Ils allaient lancer des rumeurs dans la mer sur les ébats du fils de Poséidon, avec une fille, au fond de la baie des sirènes. Je vais nous ramener au bateau et
je dis à Annabeth, ça va, allez tiens bon. Elle a hoché la tête pour me faire comprendre qu'elle se sentait mieux à présent, puis elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris à cause des bouchons de cire dans mes oreilles. J'ai demandé au courant de guider notre drôle de sous-marin terre entre les rochers et les barbelés pour rejoindre la coque de la revanche de la reine Anne qui s'éloignait toujours à vitesse lente et irrégulière de l'île. Nous sommes restés sous l'eau en suivant le trois-mâts jusqu'au moment où j'estimais que nous étions hors de portée des voix des sirènes. Alors j'ai fait surface et notre bulle a éclaté. J'ai commandé à une échelle de corde de se dérouler le long de la coque et nous sommes montés à bord. J'ai gardé mes bouchons de cire par mesure de sécurité. Nous avons navigué jusqu'à ce que l'île se perde à l'horizon. Annabeth était assise sur le pont, avant, recroquevillée dans une couverture. Au bout d'un long moment, elle a relevé la tête, l'air triste et sonné. Et elle a articulé « C'est bon ». J'ai retiré les bouchons de cire. Plus de chant, seul le clapotis des vagues contre la coque brisait le silence de l'après-midi. Le brouillard s'était dissipé, laissant place à un ciel bleu limpide, comme si l'île des sirènes n'avait jamais existé. Ça va, ai-je demandé à Annabeth, et à peine avais-je prononcé cette question que j'ai mesuré son ineptie. Il était évident que ça n'allait pas. Je ne m'étais pas rendu compte, a-t-elle murmuré. De quoi? Ses yeux avaient la couleur de la brume qui flottait sur l'île des sirènes. De la force courait la tentation. Je n'avais pas très envie d'avouer à Annabeth que j'avais vu ce que les sirènes lui promettaient. Je me faisais l'effet d'un intrus, mais il m'a semblé que je lui devais la vérité. J'ai vu comment tu avais reconstruit Manhattan et Luc et tes parents. Elle a rougi, tu as vu ça? Ce que Luc t'a dit à bord du Princesse Andromède, cette histoire de reconstruire entièrement le monde, ça t'a vraiment touché, hein? Elle a resserré la couverture sur ses épaules. Mon défaut fatal, c'est ce que les sirènes m'ont montré. Mon défaut fatal, celui qui pourrait me perdre, c'est l'ubris. J'ai cligné des yeux. Tu veux parler de cette purée beige qu'il y a dans les sandwichs végétariens? Annabeth a roulé les yeux. Non, cervelle d'algue, ça c'est du homos. L'ubris, c'est pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire que du homos? Hubris signifie orgueil démesuré, Percy. Quand tu crois que tu pourrais faire les choses mieux que tout le monde, y compris les dieux. C'est ton cas. Elle a baissé les yeux. Tu ne te dis jamais, et si le monde était vraiment foutu? Si nous pouvions le reconstruire entièrement en repartant à zéro. Plus de guerre, zéro SDF à la rue, plus de devoirs de vacances. Je t'écoute. Je veux dire, l'Occident représente un certain nombre des plus belles réussites de l'humanité. C'est pourquoi la flamme brûle encore. C'est pourquoi l'Olympe est encore là. Mais parfois, tu ne vois que ce qui va mal, tu sais. Et tu te mets à penser comme Luc. Si je pouvais démolir tout ça, je ferais mieux. Tu ne t'es jamais dit ça? Que toi, si tu dirigeais le monde, tu ferais ça mieux? Non. Pour moi, diriger le monde, ça tiendrait du cauchemar. Alors tu as de la chance. L'hubris n'est pas ton défaut fatal. C'est quoi le mien? Je l'ignore, Percy, mais chaque héros en a un. Si tu n'arrives pas à l'identifier et à le contrôler, eh bien, il ne s'appelle pas fatal pour rien. J'ai réfléchi à cette question. Ça ne m'a pas franchement mis du baume au cœur. J'ai remarqué aussi qu'Annabeth ne s'était pas étendue sur les changements personnels qu'elle opérerait, comme réunir ses parents ou sauver Luc. Je la comprenais. Je ne voulais pas admettre combien de fois, moi-même, j'avais rêvé de réunir mes parents. J'ai imaginé ma mère, seule dans notre petit appartement de Manhattan. J'essayais de me souvenir de l'odeur
paraissait tellement loin. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Et je demandai à Annabeth, te sens-tu grandi en sagesse? Elle a regardé au loin. Je ne sais pas trop, mais nous devons sauver la colonie à tout prix. Si nous n'arrêtons pas Luc, elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Si la vision de Luc pouvait tenter même Annabeth, il était impossible de prévoir combien d'autres sans mêlés pourraient adhérer à sa cause. J'ai repensé à mon rêve sur la fille et le sarcophage doré. Je ne comprenais pas bien ce qu'il signifiait, mais j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Une chose terrible que tramait Chronos, qu'avait vu la fille en ouvrant ce cercueil. Soudain, Annabeth a écarquillé les yeux. Percy. J'ai tourné la tête. Devant nous se dessinait une autre terre, une île en forme de sel, avec des collines boisées, des plages de sable blanc et des prairies verdoyantes, exactement comme dans mes rêves. Mon sens nautique l'a confirmé. 30 degrés, 31 minutes nord, 75 degrés, 12 minutes ouest. Nous étions arrivés au repère du Cyclope. Et voilà, c'est la fin du chapitre 13. Chapitre 14. Nous rencontrons les moutons funestes. En général, quand on pense île de monstres, on imagine des rochers déchiquetés et une plage jonchée d'ossements. Comme à l'île des sirènes, rien de tel sur l'île du Cyclope. Certes, il y avait un pont de cordes tendues en travers d'un gouffre, ce qui n'était pas bon signe. Autant mettre un panneau annonçant tout de suite la couleur. Ici vit une créature maléfique. Mais en dehors de ça, l'île avait toute la carte postale des Antilles, des champs verts, des fruits exotiques et des plages de sable blanc. Pendant que nous nous approchions de la côte, Annabeth a humé la douceur de l'air. La toison, a-t-elle murmuré? J'ai acquiescé de la tête. Je ne voyais pas encore la toison, mais je sentais déjà son pouvoir. Je la croyais volontiers capable de tout guérir, y compris l'arbre empoisonné de Dahlia. Si nous l'emportons, l'île mourra-t-elle? Non, a dit Annabeth, en secouant la tête. Elle retombera dans son état d'avant, c'est tout. Je me suis senti un peu coupable à la pensée de détruire ce paradis, mais me suis rappelé que nous n'avions pas le choix. La colonie des sans-mêlés était en danger, et Tyson serait encore des nôtres, sans cette quête. Dans la prairie qui s'étendait au pied du ravin, quelques douzaines de moutons baissaient. Ils avaient l'air plutôt inoffensifs, mais ils étaient absolument énormes, de la taille d'un hippopotame. Juste derrière eux, un sentier grimpait dans les collines. En haut du sentier, tout près du gouffre, se dressait l'imposant chêne que j'avais vu dans mes rêves. Des reflets dorés dansaient entre ses branches. Ça paraît trop facile, ai-je dit. Tu crois qu'on peut monter la décrocher tout simplement? Annabeth a froncé les yeux. En principe, il y a un gardien, un dragon ou... À ce moment-là, un cerf est sorti des taillis. Il s'est avancé dans la prairie, en trottant, sans doute à la recherche d'un peu d'herbe à brouter. Aussitôt, tous les moutons se sont rués sur lui en bêlant. Tout s'est passé très vite. Le cerf a titubé et disparu dans une mer de laine et de sabots fondus. Des touffes d'herbe et de fourrure ont volé dans l'air. Quelques secondes plus tard, les moutons se sont dispersés, retournant tous à leur paisible pâturage. À l'endroit où s'était tenu le cerf, gisait maintenant un tas d'os blancs, parfaitement nettoyés. Annabeth et moi avons échangé un regard. Comme des piranhas, a-t-elle dit. Des piranhas avec de la laine sur le dos. Comment allons-nous? Percy, Annabeth m'a agrippé par le bras.
petit bateau avait été échoué. C'était l'autre canot de sauvetage de Birmingham. Nous avons estimé qu'il était impossible de franchir le troupeau de moutons mangeurs d'hommes. Au début, Annabeth voulait emprunter le sentier masqué par sa casquette d'invisibilité et s'emparer de la toison. Mais je suis arrivé à la convaincre qu'il y aurait forcément un problème. Les moutons sentiraient son odeur. Un autre gardien surgirait. Allez savoir. Et si cela se produisait, je serais trop loin pour lui porter secours. Par ailleurs, notre première tâche était de retrouver Grover ainsi que là où les personnes qui avaient accosté sur l'île à bord de ce canot de sauvetage, si tant est qu'elle ait survécu aux moutons. J'étais trop inquiet pour dire ce que j'espérais secrètement, que Tyson soit encore en vie. Nous avons jeté l'ancre sur la côte arrière de l'île, où les falaises se dressaient sur un à pic d'une bonne soixantaine de mètres. Notre idée était que la revanche de la reine Anne avait plus de chances de passer inaperçue dans ce mouillage. Quant aux falaises, il paraissait tout juste possible de les escalader. A priori, elles présentaient le même niveau de difficulté que le mur de lave. À la colonie, et au moins, il n'y avait pas de moutons, en espérant que Polyphème n'élève pas aussi des chèvres de montagne carnivores. Nous avons gagné le pied des falaises en canot de sauvetage, puis nous avons entamé notre escalade très lentement. Annabeth est passée en tête, car c'était elle qui grimpait le mieux de nous deux. Nous avons failli nous tuer 6 ou 7 fois seulement, ce qui m'a semblé plutôt peinard. Une fois, j'ai perdu prise et je me suis retrouvé suspendu par une main à une saillie rocheuse, 15 mètres au-dessus de l'eau hérissée de rochers, mais j'ai repéré une nouvelle prise et continué à grimper. 1 minute plus tard, le pied d'Annabeth glissait sur une plaque de mousse. Heureusement, elle a trouvé un autre appui. Malheureusement, cet autre appui était ma figure. Excuse-moi, a-t-elle murmuré. Pas de problème, ai-je grommelé, même si je n'avais pas vraiment souhaité connaître le goût des tennis d'Annabeth. Pour finir, les doigts courts comme du plomb fondu. Lourd comme du plomb fondu. Les muscles des bras tremblants de fatigue, je me suis hissé à la suite d'Annabeth au sommet de la falaise. Nous nous sommes écroulés tous les deux. Ouf, ai-je soupiré. Oui, aïe aïe, a gémi Annabeth. Crrr, a donné une autre voix. Si je n'avais pas été aussi épuisé, j'aurais bondi de plusieurs mètres. J'ai fait volte-face, mais je n'ai pas vu qui avait parlé. Annabeth a plaqué la main sur ma bouche. Elle a pointé du doigt. La saillie rocheuse sur laquelle nous étions jugés était plus étroite que je ne l'avais remarqué de prime abord. Elle tombait à pic de l'autre côté, et c'est de là que provenait la voix, juste au-dessous de nous. Tu es une fougueuse, toi, a grondé la voix grave. Affronte-moi. C'était la voix de Clarisse, sans l'ombre d'un doute. Rends-moi mon épée et je te combattrai. Le monstre a hurlé de rire. Annabeth et moi avons rampé à plat ventre au bord de la saillie rocheuse. Nous étions juste au-dessus de l'entrée de la grotte du Cyclope, où se tenaient Polyphème et Grover, toujours en robe de mariée. Clarisse, ligotée, était suspendue par les pieds au-dessus d'une marmite d'eau bouillante. J'espérais confusément que Tyson soit là, lui aussi. Il aurait été en danger, bien sûr, mais au moins j'aurais su qu'il était vivant. Aucune trace de lui pourtant. A dit Polyphème d'un ton songeur. Manger la vie, grande gueule tout de suite, ou attendre le banquet de mariage. Qu'en pense la future mariée? Il s'est tourné vers Grover, qui a reculé de quelques pas et failli se prendre les pieds dans sa traîne. Oh, je n'ai pas faim pour le moment.
mariée, a demandé Clarisse. Qui ça, Grover? Annabeth à côté de moi a marmonné. La ferme, il faut qu'elle la ferme. Quel Grover? A donné Polyphème, l'œil mauvais. Le satyre, a crié Clarisse. Oh, a clapi Grover. La pauvre fille a le cerveau en ébullition dans ses vapeurs d'eau chaude. Décroche-la, mon chéri. Les paupières de Polyphème se sont plissées sur son sinistre œil, les deux, comme s'il essayait de voir Clarisse plus distinctement. Le cyclope était encore plus horrible que dans mes rêves, en partie parce que son odeur rance était présente, maintenant intime, en partie parce qu'il était affublé de sa tenue de mariage, un kilt et un gilet fait de smoking bleu clair, grossièrement assemblés, comme s'il avait dépouillé tous les invités d'une noce. Quel satyre? A demandé Polyphème. Les satyres sont bons à manger. Tu m'as apporté un satyre? Non, grand imbécile, a braillé Clarisse. Ce satyre-là, Grover, celui qui a la robe de mariée. J'aurais voulu tordre le cou de Clarisse, mais il était trop tard. Je n'ai pu que regarder, impuissant, Polyphème se retourner et arracher le voile de mariée de Grover, découvrant ses cheveux bouclés, sa barbichette d'adolescent et ses minuscules cornes. Polyphème a soupiré bruyamment, s'efforçant de contenir sa colère. Je n'y vois pas bien, a-t-il grondé, depuis que l'autre héros m'a crevé l'œil il y a de nombreuses années. Il n'empêche que tu n'es pas une dame cyclope. Sur ces mots, il a empoigné la robe de Grover et tiré d'un coup sec. L'ancien Grover est apparu et réapparu en jean et t-shirt. Avec un glapissement, il s'est jeté de côté pour éviter le poing du monstre. Arrête, a-t-il supplié. Ne me mange pas cru, j'ai une très bonne recette. J'ai porté la main à mon épée, mais Annabeth m'a soufflé à l'oreille. Attends. Polyphème hésitait, un rocher à la main, prêt à écraser sa fiancée. Recette, a-t-il demandé. Oui, oui, tu ne dois pas me manger cru. Tu attraperais la colibacillose, le botulisme et tout un tas d'horreurs. Je serais bien meilleur grillé à feu doux avec une compotée de mangue. Tu pourrais aller cueillir des mangues tout de suite dans les bois. Je t'attendrai ici. Le monstre a réfléchi à la question, mon cœur tambouriné contre mes côtes. Je savais que je mourrais ici si je passais à l'attaque, mais je ne pouvais pas laisser le cyclope tuer Grover. Satyre criait à la compotée de mangue, a dit Polyphème, d'un ton songeur. Il s'est tourné vers Clarisse, toujours suspendue au-dessus de la marmite d'eau bouillante. Tu es un satyre toi aussi? Non, gros tas de fumier. Je suis une fille, a-t-elle hurlé. La fille d'Arès. Maintenant détache-moi, que je te tranche les bras. Me trancher les bras, a répété Polyphème, pour te les fourrer dans le gosier. Tu as du cran. Décroche-moi. Polyphème a attrapé Grover, comme si c'était un chiot indiscipliné. Faut que j'aille faire pâturer les boutons. Mariage reporté à ce soir. Nous mangerons du satyre en plein principal. Mais tu vas te marier quand même, a demandé Grover, d'une voix offensée. Qui est la mariée? Polyphème a tourné la tête vers la marmite. Clarisse a émis un son étranglé. Oh non, tu ne parles pas sérieusement, je ne. Avant qu'Annabeth et moi ayons pu faire quoi que ce soit, Polyphème l'a arraché de la corde, comme s'il cueillait une pomme mûre et l'a jetée à l'intérieur de la grotte avec Grover. Faites comme chez vous, je reviens au coucher du soleil pour le grand événement. Là-dessus, le cyclope a sifflé et un troupeau de chèvres et de moutons, plus petits que les mangeurs d'hommes, est sorti de la grotte pour aller paître au passage des bêtes. Polyphème en tapotait certaines sur le dos en les appelant par leur nom, Big Mac, Tamani, Lockhart, etc. Une fois le dernier mouton sorti,
Polyphème avait roulé un rocher rond devant l'entrée de la grotte aussi facilement que j'aurais refermé un frigo, coupant net aux cris de Clarisse et de Grover. Des mangues, à grommeler Polyphème. Qu'est-ce que c'est que des mangues? Il s'est mis à descendre le flanc de la montagne, d'un pas tranquille dans sa tenue de mariée bleu clair, nous laissant avec une marmite d'eau bouillante et un rocher de citonne. Annabeth et moi, nous sommes escrimés dans des plus. En vain, le rocher refusait de bouger. Nous avons crié par les interstices, tapé sur la pierre, fait tout ce que nous pouvions imaginer pour faire passer un signal à Grover, mais nous étions incapables de savoir s'il nous entendait ou non. Même si, par je ne sais quel miracle, nous parvenions à tuer Polyphème, cela ne nous avancerait à rien. Clarisse et Grover mourraient à l'intérieur de cette grotte scellée. La seule façon de déplacer le rocher, c'était de pousser le cyclope à le faire. En proie à une extrême frustration, j'ai abattu Turbulence sur le rocher. Une gerbe d'étincelles a jailli, rien de plus. Un gros rocher rond n'appartient pas au type d'ennemi que les épées magiques peuvent combattre. Désespérés, Annabeth et moi, nous sommes assis sur la corniche et avons suivi du regard la silhouette bleue claire du cyclope, au loin, qui se mouvait entre ces bêtes. Il avait eu la sagesse de séparer ces animaux ordinaires de ces moutons mangeurs d'hommes, plaçant chaque troupeau de part et d'autre de l'énorme gouffre qui divisait l'île en deux. La seule façon de passer de l'un à l'autre était d'emprunter le pont de corde, dont les planches étaient beaucoup trop espacées pour des sabots dauphins. Polyphème est allé voir son troupeau carnivore de l'autre côté de la passerelle. Malheureusement, les moutons ne l'ont pas mangé. En fait, ils ne semblaient même pas l'embêter. Le cyclope leur distribuait de gros morceaux d'une viande mystérieuse qu'il prélevait dans un gigantesque panier d'osier, ce qui n'a fait que renforcer le sentiment que j'avais depuis que Circé m'avait transformé en cochon d'Inde. Il était peut-être temps que je suive l'exemple de Grover et me fasse végétarien. La ruse, a déclaré Annabeth. Si nous ne pouvons pas le battre par la force, nous l'aurons par la ruse. D'accord, quelle ruse? Je n'ai pas encore trouvé cette partie du plan. Super. Polyphème va devoir déplacer le rocher pour faire rentrer les moutons au coucher du soleil, et c'est alors qu'il épousera Clarisse et mangera Grover. Je ne sais pas ce qui est le plus répugnant des deux. Je pourrais en profiter pour entrer en me rendant invisible. Et moi, Annabeth a réfléchi. Les moutons. Elle m'a lancé un de ces regards narquois qui avait le don d'éveiller ma méfiance. Tu aimes bien les moutons, hein? Surtout, ne lâche pas prise, a dit Annabeth, qui se tenait quelque part sur ma droite, dissimulée par le sortilège d'invisibilité de sa casquette. Facile à dire, ce n'était pas elle qui était accrochée au ventre d'un mouton. En fait, je dois reconnaître que c'était moins difficile que je ne l'aurais cru. Il m'était déjà arrivé de ramper sous une voiture, pour changer l'huile de la voiture de maman par exemple, et là, c'était un peu pareil. Le mouton se moquait pas mal de ma présence. Même le plus petit des moutons du cyclope aurait supporté facilement mon poids. Et ils avaient tous une laine très épaisse. J'ai entortillé 2 grosses mèches pour en faire des poignées auxquelles m'accrocher, coincer mes pieds en équerre contre les cuisses du mouton. Et en voiture, j'avais l'impression d'être un bébé kangourou, plaqué comme je l'étais au ventre de l'animal, et je m'efforçais de ne pas me mettre de la laine dans la bouche et dans le nez. Au cas où vous poseriez la question, un ventre de mouton, ça ne sent pas la rose. Imaginez un pull d'hiver qui a traîné dans la boue avant de séjourner une bonne semaine dans le panier de linge sale, et vous serez assez proche de la réalité. Le soleil se couchait.
À peine arrimé, j'ai entendu le cyclope rugir. Ouh, les chevrettes, les petits moutons. Docilement, le troupeau s'est rassemblé au pied de la pente. Regagner la grotte, ça y est, a murmuré Annabeth. Je serai à côté, ne t'inquiète pas. J'ai fait au Dieu la promesse silencieuse que, si nous en réchappions, je dirais à Annabeth qu'elle était un génie. Le plus effrayant, c'était que je savais que les dieux me feraient tenir parole. Mon taxi mouton s'est engagé sur le flanc de la colline. Au bout d'une centaine de mètres, j'ai commencé à avoir mal aux mains et aux pieds. J'ai resserré ma prise sur la laine du mouton, qui a poussé un grognement. Je le comprenais, moi non plus, ça ne me plairait pas d'avoir quelqu'un de pendu à mes cheveux. Mais si je ne m'agrippais pas, j'allais tomber, c'était sûr, et pile sous le nez du monstre. Aschenpfeffer a appelé le cyclope en tapotant un des moutons qui nous devançait. Einstein, Bidule, et dis donc, Bidule. Polyphème a tapoté mon mouton et failli me décrocher. On s'enrobe, mon grand. Aïe, 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 et je pensais, je suis cuit. Mais Polyphème s'est contenté de rire et de mettre une claque sur l'arrière-train du mouton, ce qui nous a propulsés en avant. Vas-y, mon gros, bientôt Polyphème te mangera pour son petit-déj. Et voilà comment je me suis retrouvé à l'intérieur de la grotte. J'ai vu le dernier mouton entrer. Si Annabeth ne lançait pas vite sa diversion, le cyclope allait remettre le rocher à sa place quand Annabeth a crié de l'extérieur. Salut, affreux. Polyphème s'est raidi. Qui a dit ça? Personne, a hurlé Annabeth. Réponse qui a déclenché exactement la réaction voulue. Le monstre est devenu rouge de colère. Personne, a-t-il rugi. Je me souviens de toi. Tu es bien trop stupide pour te souvenir de qui que ce soit, l'a provoqué Annabeth, et encore moins de personne. J'ai prié les dieux qu'elle ait déjà commencé à se déplacer, car Polyphème a poussé un rugissement de rage, saisit le rocher le plus proche, en l'occurrence sa porte d'entrée, et l'a projeté dans la direction de la voix d'Annabeth. J'ai entendu le rocher voler en éclats. Il s'est fait un silence bref, mais terrible. Puis Annabeth a crié. Tu n'as toujours pas appris à viser. Viens ici, a hurlé Polyphème. Viens que je te tue. Personne. Tu ne peux tuer personne. Gros balourd, viens me chercher. Polyphème a dévalé la colline vers le son de sa voix. Cette histoire de personne aurait paru absurde à n'importe qui d'autre, mais Annabeth m'avait expliqué que c'était le nom dont Ulysse s'était servi pour berner Polyphème il y avait de cela plusieurs siècles, juste avant de lui crever l'œil avec un pieu brûlant. Annabeth s'était dit que ce nom réveillerait la colère de Polyphème, et elle avait vu juste. Ne pensant plus qu'à retrouver son vieil ennemi, le cyclope a oublié de refermer l'entrée de la grotte. Il n'a même pas pris le temps, visiblement, de se rendre compte que la voix d'Annabeth était une voix féminine, alors que le premier personne était un homme. Cela dit, il avait été prêt à épouser Grover, alors peut-être ne maîtrisait-il pas très bien la distinction mâle-femelle. J'espérais juste qu'Annabeth resterait en vie et détournerait l'attention de Polyphème assez longtemps pour me permettre de retrouver Clarisse et Grover. Je me suis laissé tomber au sol et j'ai donné une petite tape sur la tête de Bidule en m'excusant. J'ai fouillé la grotte principale sans apercevoir aucune trace de Grover ni de Clarisse. J'ai traversé la marée de moutons et de chèvres pour m'enfoncer dans la grotte. Bien que j'ai vu les lieux en rêve, j'avais du mal à m'orienter. Dans ce dédale, j'ai longé des tunnels jonchés d'os, des cavernes pleines de peaux de moutons et de moutons ciment grandeur nature, où j'ai reconnu le travail de Méduse. Il y avait des piles de t-shirts avec des images de moutons, des paquets de crème à la lanoline, des chaussettes et
sur la salle de tissage, où Grover, recroquevillé dans un coin, essayait de couper les liens de Clarisse avec des ciseaux à bourron. Ça sert à rien, dit Clarisse. Cette corde est comme du fer. Encore quelques minutes. Grover s'était écrié, exaspéré. Ça fait des heures que tu essaies. C'est alors qu'ils m'ont vu. Percy, avec Clarisse. Je croyais que t'avais sauté. Moi aussi. Je suis ravi de te voir, Clarisse. Maintenant, ne bouge pas, le temps que... Percy, appelé Grover, qui m'a sauté au cou. Tu m'as entendu, tu es venu. Ouais, mon pote, bien sûr que je suis venu. Ouais, Annabeth, dehors, on n'a pas le temps de parler. Clarisse, ne bouge pas. J'ai retiré le capuchon de turbulence et tranché les liens de Clarisse. Elle s'est dépliée avec raideur et s'est frottée les poignets. Elle m'a gratifié d'un regard noir, puis elle a baissé les yeux vers le sol et bougonné. Merci. Pas de quoi ai-je répondu. Dis-moi un truc. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi dans ton canot de sauvetage? Clarisse a eu l'air étonné. Non, rien que moi. Tous les autres à bord du Birmingham. Enfin, je ne savais même pas que vous aviez survécu, vous autres. J'ai détourné le regard, refusant d'admettre que mon dernier espoir de revoir Tyson vivant venait d'être anéanti. Bon, venez, il faut qu'on aille aider. Une explosion a retenti dans les tunnels de la grotte, suivi d'un cri qui me disait que nous arrivions peut-être trop tard. C'était Annabeth qui hurlait de peur. Et c'est comme ça que finit le chapitre 14. Vraiment un chapitre pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu. On est à 78% du livre. On approche très rapidement de la fin. Il reste 5 chapitres du coup. Donc je vais réfléchir au prochain livre déjà. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu.